Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur le 6e et dernier épisode de Moon Knight. Si vous souhaitez vous abonner à Disney+, pour regarder cette série ou bien d'autres, vous trouverez un lien en description de la vidéo qui permet de soutenir la chaîne au passage. Ce lien n'enlève absolument rien de ma liberté critique et je ne vais pas m'en priver ici. Que voilà une bien étrange série qui divise complètement ses spectateurs entre ceux qui sortent les fourches et les torches et les autres qui se pâment devant le génie supposé de sa construction ou de son interprétation. Vous l'aurez deviné parce que vous êtes des petits malins si j'en parle comme ça, c'est bien évidemment parce que je ne me situe dans aucun de ces deux camps, enfin je pense. La scène post-crédit joue la carte du choc alors que la plupart des spectateurs attentifs ou lecteurs de comics avaient deviné largement en avance ce twist qui reste néanmoins agréable à voir. Avant d'évoquer les problèmes en détail, je tiens quand même à souligner que les deux variations du costume sont très cool à l'écran et que les interprètes sont toujours excellents, en particulier Oscar Isaac. Selon moi, on a deux véritables problèmes dans cette série. Le premier, c'est la trop faible durée de l'ensemble, que ce soit en nombre d'épisodes ou en minutage de chacun. Le second, c'est le faible temps de présence de Moon Knight en costume à l'écran et pour être plus précis, dans des scènes de combat vraiment fortes et marquante. Autant le développement de la question du trouble dissociatif de l'identité me paraissait vraiment essentiel et je suis convaincu qu'il fallait en faire le cœur de la série, c'est ce qui a été fait, autant il me semble clair et net que les créateurs sont passés totalement à côté quant à l'importance pour certains spectateurs, du moins de scènes d'action suffisamment marquantes et nombreuses ou longues, les deux. En disant cela, oui, bien évidemment, je pense à Daredevil ou encore Punisher des séries Marvel Netflix, aux scènes de bagarre d'autant plus iconiques qu'elles participaient vraiment à définir leurs protagonistes et leur rapport au monde et au rôle de justicier. Dans cet épisode 6, on nous montre 15 secondes de Mr. Knight en action de belle manière, juste assez pour nous frustrer complètement de ce qui aurait été possible si le showrunner avait vraiment saisi l'importance de cet aspect d'un super-héros. Mais je reviens maintenant au premier gros problème que j'évoquais, le temps d'écran trop faible de la série dans son ensemble. On se retrouve ici face à une zone d'ombre qui relève presque de l'énigme quant à savoir si ces 6 épisodes plutôt courts relèvent uniquement d'un choix créatif, d'une décision imposée par le studio de l'autre côté du spectre, ou du résultat d'un équilibre délicat entre des envies et des possibilités budgétaires. Outre des scènes de combat marquantes, et je dis bien combat et pas action ici, car la baston c'est vraiment important pour un personnage comme Moon Knight, ainsi que même la violence dont il peut faire preuve. Outre cet aspect, donc, on a clairement des occasions manquées dans ce final. Là encore, est-ce purement un calcul pour préparer une deuxième saison potentielle ou un choix créatif pour le moins douteux? Ce qui me semble très discutable notamment, c'est de laisser en plan toute la question des circonstances de la mort du père de Layla, de nous refaire le coup du blackout dans la baston finale, et de faire comme s'il était intelligent de conserver la révélation de tout ça pour une prochaine fois. Et oui, puisqu'il est maintenant évident, comme on pouvait déjà s'en douter depuis l'épisode 4 à peu près, que c'est bien la personnalité de Jack qui est responsable de la mort du père archéologue. Au-delà de ce point crucial de révélation, c'est toute la relation entre Mark et Layla qui est laissée en friche en présupposant que cela sera exploré dans une suite. Ce procédé me semble tout bonnement irrespectueux des spectateurs de cette saison, d'autant plus qu'elle a d'indéniables qualités et que certains, comme moi, s'étaient un peu attachés à ces personnages. J'ose à peine parler du passage du regretté Gaspard Ulliel qui est passé donc en coup de vent et qui fait une triste sortie, d'autant plus s'il s'agit vraiment de la dernière scène qu'il a pu tourner avant la tragédie de son décès. Ce final est décidément étrange, l'étrangeté c'est le mot-clé, il nous fait le coup d'une approche Super Sentai en Égypte avec les dieux géants qui se mettent sur la tronche en arrière-plan, tandis que les petits Xor se battent à l'échelle humaine. Et par ailleurs, on a quand même les avatars des plus puissants des dieux égyptiens qui se font bolosser off-screen par un mec en sandalettes avec une canne crocodile, et Layla qui va servir à Mohamed Diab, le réalisateur, pour dire au monde entier qu'il ne peut pas piffrer Wonder Woman 1984. Alors certes, moi non plus je ne peux pas piffrer Wonder Woman 1984, mais très étonnant quand même d'en reprendre certains éléments, notamment dans la scène avec les soldats égyptiens, ou clairement avec le design du costume de Layla. Sur le fond, l'idée d'une super héroïne égyptienne, ok c'est très bien, mais pourquoi en gâcher le potentiel en perdant son temps à se moquer de Wonder Woman au passage? Quant à savoir pourquoi une déesse hippopotame des naissances
au demeurant fort sympathique, donne à son avatar un costume avec des ailes qui servent de bouclier, eh bien je vous laisse enquêter sur ce mystère. Reste maintenant à se pencher sur la fameuse question, est-ce que tout ceci se serait déroulé uniquement dans la tête de Mark? Clairement, la série refuse de trancher cette question, mais sans vraiment assumer totalement ce qui correspond davantage à un non-choix plutôt qu'à une véritable fin ouverte. Comme je le disais depuis le début, on est dans un film de super-héros, et si tout se passe dans la tête de Mark, il ne pourra jamais interagir avec d'autres personnages. Or, c'est un petit peu toute la construction du MCU depuis le début. Donc forcément que tout ça, ça ne se passe pas uniquement dans sa tête, sinon il n'y aurait jamais de Moon Knight dans d'autres séries ou films. Mais alors, qui était cette petite fille au musée à la 5e minute du tout premier épisode qui demandait à Steven si ce n'était pas un petit peu nul pour lui d'avoir été rejeté des champs de roseaux de l'au-delà? Eh bien, on ne le saura jamais, et les scénaristes eux-mêmes n'en ont sans doute aucune idée, mais ça donne un effet relativement cool, il faut le reconnaître. La différence entre le cool et le parfaitement construit, c'est que tout s'imbrique et prend un sens différent dans le second cas de figure. Autre point d'interrogation, pourquoi la fameuse balance est équilibrée au moment où Steven est passé par-dessus bord, alors que l'esprit de Mark cachait encore le terrible Jack? Comment ça se fait? Et bien sûr, lorsque Ronshu a accepté de les libérer tous les deux en parlant à Steven et Mark, on pouvait directement comprendre qu'il jouait en cachant un as dans sa manche, en sachant pertinemment que la troisième personnalité lui resterait fidèle. Là où on peut quand même reconnaître à la série d'être allé au bout de ses idées, c'est avec la violence de Jack et son absence de scrupules et de remords quand il s'agit de tuer, que ce soit en pleine action ou même de sang-froid. Et ce n'est pas du tout fréquent chez des personnages héroïques, et c'est d'autant plus dommage que cet aspect le plus dur de la personnalité dissociée de Mark n'ait été que suggéré, mais surtout contourné, éludé pendant toute la série, on peut le dire. Du côté d'Arthur Harrow, maintenant, l'antagoniste, on a cette idée intéressante qu'il souhaite être jugé et ne se considère pas digne lui-même d'être l'avatar d'Amit, ce qui souligne d'une certaine manière qu'il est plus royaliste que le roi, comme le veut l'expression. Dit autrement, il est nettement plus attaché aux valeurs professées par Amit que la déesse elle-même, qui cherche avant tout à servir ses propres desseins. Ceci mis à part, on manque de développement pour cet étrange personnage dont on ne saura guère plus. Alors c'est vrai, laisser un méchant nimbé de mystère, ce n'est sans doute pas un mal, mais on peut aussi voir cela comme un élément de plus à ajouter à la liste des sujets insuffisamment développés. Et même si je semble rester très négatif, si c'est l'étrangeté que je retiens avant tout pour cette série, c'est parce que le qualificatif de mauvaise ne me semble pas adapté. Elle reste nettement plus intéressante et inventive à sa façon, de mon point de vue, qu'un Hawkeye qui ne menait nulle part. Et en comparaison des antagonistes du Faucon et du Soldat de l'Hiver, Arthur Harrow semble tout bonnement passionnant. Et comme beaucoup le soulignent, la performance d'Oscar Isaac reste la pierre angulaire d'un édifice bien fragile, et si on ne fait pas partie des allergiques à Steven Grant, on ne peut que souligner le charme étonnant de cet étrange duo qui finit par s'apprécier et même par cohabiter. En effet, plutôt que de se débarrasser de cette version alternative de lui-même, Mark l'accepte, l'embrasse, le considère même comme son seul véritable super pouvoir, celui d'avoir pu survivre aux traumatismes et mauvais traitements de son enfance. La cohabitation finale est plutôt intéressante, mais on reste vraiment sur notre faim pour tout le reste. Et pourtant, je dois bel et bien confesser que je reste curieux de la façon dont un tel personnage pourrait bien interagir avec d'autres héros du MCU, tout en sachant que dans une série ou film n'étant pas centré sur lui, il sera très difficile de lui apporter une conclusion véritablement convaincante qui fait ici pourtant défaut. Enfin, vous l'aurez compris, quand je dis lui apporter une conclusion, c'est plutôt apporter une conclusion à toutes les pistes qui ont été ouvertes dans cette saison. En revanche, je suppose qu'on pourrait trouver ailleurs des bagarres dignes de ceux que cet aspect intéresse davantage et dont je fais partie. Pour le moment, Loki et WandaVision restent dans cet ordre de préférence, mes deux séries les plus appréciées du MCU. WandaVision avec un final un peu décevant, certes, mais bon, ça reste assez solide. Et du fait du rôle-titre et de son originalité, Moon Knight prend sans doute la 3e place de ce classement personnel, mais je commence aussi à me demander si les 2 premières de mon classement n'étaient pas les exceptions qui confirment la règle. Alors cela signifie-t-il que les prochaines productions, on a She-Hulk qui doit arriver, on a Miss Marvel, etc., eh bien, seraient des séries dont il ne faudrait pas trop attendre?
C'est possible, je le crains, on verra bien. Et il faut dire qu'à chaque fois ce sont des équipes différentes, donc on peut aussi avoir des hauts hein, comme avec Loki, ou des bas comme avec Hawkeye. Je pense qu'il faudra voir au cas par cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a inspiré, hein, cette série Moon Knight, ce final, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!